Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il n'a qu'une petite armée de 500 hommes, mais n'a peur de personne, pas même de la CEDEAO ou du Sénégal voisin. Le président gambien Yaya Jammeh aura tenu tête jusqu'au bout à la communauté internationale. La crise post-électorale dans son pays, la Gambie, a atteint son point culminant ce jeudi 19 janvier avec l'entrée en territoire gambien des troupes de la CEDEAO peu après la prestation de serment d'Adama Barrow dans l'enceinte de l'ambassade gambienne à Dakar, au Sénégal. Mais comment peut-on gouverner depuis l'étranger, sans palais présidentiel et sans gouvernement? Une solution diplomatique est-elle encore possible en Gambie? Et si l'intervention militaire de la CEDEAO devient réalité, quelle en serait alors la légitimité internationale, la légalité internationale? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Kenneth, Maître Kenneth Fellio, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Merci, Maître, d'avoir accepté notre invitation. Amadou Silla, vous êtes, président de l'association SOS Casamance. Alors, je rappelle que le sujet a un grand intérêt pour vous, étant donné l'accointance de Yaya Jammeh avec les rebelles casamançais. Merci, monsieur Silla, d'avoir accepté notre invitation. Achek Ibn Oumar, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci une fois de plus. L'un a fait proroger son mandat présidentiel par le Parlement de son pays après avoir décrété l'état d'urgence. L'autre a prêté serment dans l'enceinte de l'ambassade gambienne à Dakar, au Sénégal. Mais qui, de Yaya Jammeh et d'Adama Barrow, est le président légitime de la Gambie? C'est un sujet de la rédaction signé Graziela Jaconte. Execute the function of the office. Of the office of the President of the Republic of the Gambia. Un pays, deux présidents, l'un à Banjul, l'autre à Dakar. Mais qui, de Yaya Jammeh ou d'Adama Barrow, est le plus légitime selon la Constitution? Décryptage. Du côté de Banjul, le président sortant a joué stratégique. Prétextant un niveau d'ingérence sans précédent, il a décrété ce mardi 17 janvier 2017 l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Constitutionnellement, il est dans ses droits puisque la mesure approuvée par le Parlement est intervenue avant la fin officielle de son mandat. Par conséquent, jusque fin avril 2017, Yaya Jammeh est le président de la République de Gambie, selon la loi. Moi, cher professeur El Hadj Dr Yahya Jammeh Balili Mansa, président de la République islamique de Gambie et commandant en chef des forces armées agissant en vertu de la section 34 sous-section 1, paragraphe B de la Constitution de la République islamique de Gambie. Ce jour du 17 janvier 2017, déclare l'état d'urgence dans l'ensemble de la République islamique de Gambie où prévaut une situation qui, si elle n'est pas enrayée, pourrait conduire à une situation d'urgence nationale. Seulement, du côté de Dakar, on ne l'entend pas de cette oreille. L'investiture ce jeudi à l'ambassade de Gambie au Sénégal et donc en territoire gambien d'Adama Barrow permettrait au président élu de demander légitimement l'aide, y compris militaire, des pays voisins de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le CDAO a le problème de la constitutionnalité des régimes. Non? Donc, ils défendent des régimes constitutionnels. C'est pour cela qu'ils ont attendu jusqu'à aujourd'hui la fin du mandat du monsieur Yaya Jammeh. Et il va donc inviter le CDAO pour intervenir. Et je suis, c'est dans la légalité. Et la CEDEAO est dans il applique les textes qui le gouvernent. Mais comment gouverner à distance sans palais présidentiel et sans gouvernement? Comment jouir d'une légitimité totale lorsque son élection a été uniquement validée par la CENI sans l'onction de la Cour suprême? Pour l'heure, une chose est certaine, Yaya Jammeh, l'imprévisible, n'a pas dit son dernier mot. Maître Fellio, Chérif Tambadou, le président de l'Ordre des avocats gambiens, a reçu ce jeudi 19 janvier le serment d'Adama Barrow. Vous êtes avocat.
quand on est bâtonnier, a-t-on qualité et compétence pour recevoir le serment d'un président? Alors c'est très étonnant parce que c'est une situation relativement inédite en Afrique. La question de la compétence du bâtonnier, elle est très étonnante aussi parce que le bâtonnier n'a pas vocation à être une autorité politique. Le bâtonnier est une autorité qui finalement chapeaute un ordre des avocats et je ne suis pas certain quelle est la compétence constitutionnelle pour recevoir le serment d'un président de la République. La Constitution gambienne veut que le serment soit prêté devant un Chief of Justice, président de la Cour suprême ou un haut magistrat. Voilà. Alors, en principe, ça aurait pu être devant, par exemple, le président de l'Assemblée nationale. Ça aurait été validé. Donc là, on a un problème de droit, et un problème de droit compliqué, puisque le droit de la Gambie est un peu calqué sur celui du Commonwealth. Et donc, on est finalement sur un conflit d'épistémé, donc de représentation. Donc, constitutionnellement, la prestation de serment de ce jeudi 19 janvier est nulle et de nul effet. Alors, le problème juridique, c'est que finalement, on va dans une zone francophone, donc de droit romain, prêter serment en appliquant les règles du Commonwealth. Donc il y a vraiment un conflit, je dirais même, d'interprétation de la tradition juridique. Et donc je ne suis pas certain qu'on puisse déblayer cet écheveau. Monsieur le ministre, que vous inspire donc cette prestation de serment à laquelle nous avons assisté ce jeudi 19 janvier dans l'enceinte de l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal? Beaucoup de disputes électorales ou post-électorales en Afrique sont des sujets très riches pour les spécialistes du droit. Parce que, comme on l'a dit, Maître, ce sont souvent des situations inédites et on peut multiplier les exemples, comme la Côte d'Ivoire, hein, où les deux organismes chargés donc, de la procédure électorale, la commission électorale et la Cour suprême ou la Cour de justice, ne sais pas, avaient donc des avis différents, sans compter les médiateurs, etc. On peut penser au cas du Gabon. Donc, sur le plan du droit strict, moi, je pense que c'est ce qu'on appelle la théorie incomplète du droit. C'est-à-dire que les règles, les procédures ne sont pas entièrement remplies. Et là intervient la notion de force majeure. Imaginons par exemple qu'un président élu et son pays est envahi par une force étrangère. Doit-il ne pas prêter serment parce que son pays est envahi? Bon, maintenant, sur le plan un peu technique, il y a une petite confusion. Les ambassades ne font pas partie des territoires souverains des pays. Je rappelle que c'est le ministre des Affaires étrangères qui parle. Oui. En fait, les gens confondent la notion d'extraterritorialité et la notion de territoire souverain. Donc, l'extraterritorialité, ça veut dire que le pays hôte ne peut pas intervenir par ses forces de sécurité ou par ses produits de justice sans l'autorisation. Mais du point de vue du territoire souverain, ce n'est pas le territoire. Mais les conventions de Vienne, monsieur le ministre, donnent un statut particulier quand même. C'est comme un bateau battant pavillon gambien, par exemple. S'il y a une situation quelque part, on ne peut y intervenir qu'avec l'accord. Et un enfant né sur ce bateau peut prendre la nationalité de ce pays. Donc cette notion est un peu... Bon, je ne suis pas un spécialiste de droit international, mais quand même, il y a une tendance à la confondre dans l'opinion. Cela dit, ça ne pose pas un problème puisque la constitution sierra-léonaise ne dit pas explicitement... Elle est plus ou moins muette sur la question. Ne dit pas spécialement que le serment doit être prêté en territoire des Sierra-Léone. Ça va de soi. Donc, alors ça va... De la Gambie. Et alors, maintenant, sur la personne qui reçoit cela, évidemment, il faut que ce soit un magistrat. Ce n'est pas le cas. C'est un avocat, c'est un auxiliaire de justice. Oui, etc. Donc, mais là aussi... mais le problème, c'est pas le plus... je crois c'est pour l'avenir, ce sont des pistes qu'il faut creuser et il faut que la CEDEAO et l'Union africaine, quand ils interviennent, essaient au maximum, quand c'est possible, de respecter le droit. Mais là, respecter le droit, monsieur le ministre. Alors, mais très rapidement, l'article 124 de la Constitution gambienne dit, après la proclamation des résultats par la
commission électorale. Les candidats ont 10 jours pour introduire leur recours et la Cour suprême dispose d'un délai d'1 mois pour examiner et statuer. Pourquoi, selon vous, la CEDEAO n'attend pas que le contentieux électoral soit vidé? C'est ce que je reviens, c'est toujours sur la notion de droit incomplet. Parce que Yahya Jammeh lui-même, il a démantelé une partie de la procédure. Par exemple, la Cour suprême, il avait renvoyé des membres de la Cour suprême en 2015. Et techniquement, certains de ces membres ne peuvent pas se réunir. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il a commencé par dire qu'il faut annuler les élections. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis dans une position de recours en disant qu'il ne reconnaîtra pas. Oui, mais après, il a fait un recours. Oui, oui. Donc, lui-même, il a multiplié les situations où c'est difficile de respecter la procédure. La loi électorale. Oui, oui. Mais le problème est politique. Le problème est politique. Oui, dites-vous, oui. Monsieur Sylla, vous êtes très proche de la Gambie, vous connaissez très bien ce sujet. En 2011, Ousseynou Darbo avait lui aussi déposé un recours devant la Cour suprême pour contester justement les résultats de l'élection présidentielle de la même année. Yahya Jammeh a prêté serment avant même que la Cour suprême ne se prononce. C'est le retour du bâton finalement, pourrait-on dire. Oui. Il a créé lui-même le précédent. Tout à fait. Il a créé le précédent parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas développé des rapports assez constructifs avec son opposition. Il a toujours maté son opposition, il les a enfermés récemment, avant même les élections présidentielles. Si on se retrouve face à M. Adama Barrow, président de la Gambie, c'est parce que tout simplement toutes les forces vives de l'opposition étaient emprisonnées. Il ne les a pas permis effectivement de participer au processus électoral. Cela dit, on est dans une situation où il faut dépassionner le débat. Yahya Jammeh, on peut le qualifier comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur et il est en train de jouer sur la carte de la légalité. De ce point de vue-là, je pense que là, il y a un problème. Le fait que la CEDEAO, en premier plan le Sénégal, intervienne dans un processus politique. Et on voit à l'intérieur de la Gambie, l'armée gambienne, qui aurait pu quand même dire on va résister, a dit non, c'est un problème politique. On ne se mêle pas dans cette affaire-là. Et qui s'est rendu compte. Donc, qui relève de la souveraineté interne des États. Donc je crois que les Gambiens sont en train d'offrir quand même, pour nous, spectateurs et à l'opinion internationale, une belle leçon de patriotisme, c'est-à-dire de légalité. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la conformité de la Constitution gambienne. Maintenant, ceux qui interviennent, à savoir la CEDEAO, le Sénégal, qu'on le veuille ou pas, moi je crois que là, il y a quand même une violation parce qu'on est dans un processus politique. Il y a encore des leviers à mettre en marche pour négocier et permettre effectivement... Le Sénégal aurait dû, en tout cas, le président Macky Sall aurait dû attendre que le processus électoral aille à terme. Oui, parce que le problème, rappelons-nous un peu, quand Yahya Jammeh a remis en cause effectivement les résultats de l'élection présidentielle, tout de suite, il y a une réunion qui s'est tenue, une réunion de crise au Sénégal. En quoi le Sénégal se mêle dans une affaire gambienne? Pour saisir la CEDEAO. Et on va plus loin, on va saisir les Nations Unies. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Dans quel intérêt ils l'ont fait? Et aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, c'est vraisemblablement une volonté effectivement de découdre avec un homme qui peut-être a toujours été un frein à une quelconque... Monsieur le ministre, est-ce que c'est une démarche que vous comprenez, qu'une organisation sous-régionale de cette façon-là s'implique dans une affaire qui, au fond, relève de la souveraineté interne d'un État? D'abord, sur le plan du droit international, les lois internes sont soumises aux lois internationales, si l'État y adhère. Donc, il faut que les Africains aussi manient avec prudence cette notion de souveraineté, souvent confondue d'ailleurs avec la souveraineté du chef de l'État. Et non pas la souveraineté populaire. Monsieur le ministre, quand on lit le protocole additionnel de la CEDEAO sur la gouvernance et la démocratie, on peine à trouver une disposition qui autorise la CEDEAO à déployer une armée. Vous avez quand même une résolution de l'ONU qui autorise la CEDEAO à intervenir pour faire respecter, d'abord par des moyens politiques, la volonté du peuple de Gambie. Ça, c'est la première des choses. Oui, mais effectivement... Ça ne dit pas. Non, mais effectivement, nous sommes dans une situation qui est assez compliquée, parce que Yahya Jammeh donc, a
déposer des recours et qu'effectivement, le contentieux n'est pas vidé de son contenu. Donc, la volonté du peuple de Mauritanie, de Gambie plutôt, qui aurait dû s'exprimer par un suffrage, ne s'est pas encore, enfin, même si elle s'est exprimée, elle n'est pas encore confirmée par une décision définitive justement de la juridiction qui va statuer sur le recours. Mais Yaya Jammeh, étant connu pour étant quelqu'un de violent et d'unilatéral, on peut s'attendre à ce qu'il fasse en sorte éventuellement que cette institution ne puisse pas comment dirais-je, statuer. Oui, très rapidement, monsieur le ministre. La CEDEAO n'est pas intervenue jusque-là. Elle a attendu la prestation de serment. Donc là, elle ne s'est mise pas dans les affaires de la Gambie, mais elle répond à un appel lancé par le président internationalement reconnu de la Gambie. Ce qui est... Bon, c'est une gymnastique juridique. Il y a une résolution de l'ONU, attention. Et donc, qui date d'avant-hier. Oui, d'accord. Sur le plan de la forme, je parle toujours de la forme juridique. Hein. Oui, sur le plan de la forme, c'est à l'appel du président, comme les forces françaises sont intervenues au Mali en 2013, sans accord préalable entre les deux États, sur la base d'une lettre, etc. Donc, sur le plan de la forme, je dis une fois de plus, le problème est politique. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans cet aspect. Mais c'est important aujourd'hui. Il est important, il me paraît très important que l'opinion africaine comprenne, que l'opinion nationale et internationale comprenne. Et c'est pour ça que, par exemple, les spécialistes du droit doit pouvoir éclairer cette opinion-là. Et quand on regarde la situation, c'est vrai, la CEDEAO peut effectivement dire « j'ai le mandat de l'ONU pour intervenir en Gambie ». Mais attends, mais non, pas le mandat pour intervenir. Pas du tout. En tout cas, c'est ce qu'on entend de cette manière. Précisément, qu'est-ce que c'est? Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est l'organisme finalement qui donne ce genre d'autorisation, dit ceci: nous donnons notre entier soutien à la CEDEAO dans son engagement à faire respecter d'abord par des moyens politiques la volonté du peuple de Gambie, alors que le Sénégal voulait forcer la main pour avoir un mandat qui dit « nous vous donnons toutes les mesures nécessaires ». Voilà. Ils l'ont pas eu. Les mots, on a important. Voilà, ils l'ont pas eu. Donc en réalité, il y a une médiation aussi qui a lieu en ce moment, enfin qui a lieu en même temps. À partir de cet instant-là, quelle pourrait être la légalité internationale d'une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie? On en répond dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.